merci pour cette belle introduction. Mon nom est Alexa Martin Story et je vais parler un peu aujourd'hui à propos de l'identité de genre, les parcours de transition, l'expression de genre, l'identité sexuelle et comment ces différents éléments sont associés avec la variabilité dans la vulnérabilité aux violences à caractère sexuel. Et juste pour faire du contexte, toutes les données que je discute aujourd'hui viennent du projet Alliance de LGBTQIA+, qui était mené par le chaire de recherche. Et particulièrement pour les données que je présente aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de soutien de Manon, de Marie-France Goyer, de Martin Blais et de Jean-Pierre Paquette. Donc, je voulais les remercier particulièrement pour aider avec ces données-là. Donc, juste pour vous donner un plan de match de ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais introduire les sujets. Je ne vais pas tellement discuter les différences entre les différents construits en lien avec la sexualité de genre, mais je pense que ça va devenir assez clair lorsqu'on se rend dans les méthodes. Juste pour mettre une mot d'avance, je vais parler à propos de la violence sexuelle, mais vraiment dans les termes plus quantitatifs. Donc, il ne va pas avoir des verbatims et il ne va pas avoir des images ou des exemples spécifiques de violence sexuelle. Je vais vous parler un peu à propos de le contexte, pourquoi on a choisi cette question de recherche et qu'est-ce que cette question de recherche nous donne, introduire les objectifs, parler à propos des méthodes qu'on a utilisées pour arriver à nos résultats et puis discuter les conclusions et les pistes de réflexion qui peuvent suivre de ces résultats. Donc, comme est probablement quelque chose que vous connaissez très bien comme audience pour ce type de présentation, lorsqu'on parle à propos de la violence sexuelle, on parle à propos des actes sexuels commis contre une personne sans son consentement libre et éclairé. Et on peut parler à propos de plusieurs différentes formes de violence sexuelle, donc l'harcèlement sexuel, le contact sexuel non désiré, la coercion sexuelle. Et typiquement, on conceptualise les types de violence sur un continuum. On parle à propos de ces continuums parce que fréquemment, c'est difficile de décortiquer les différentes expériences de violence sexuelle et aussi parce qu'on anticipe que ces expériences tient sur un continuum au niveau de la fréquence, où les éléments comme l'harcèlement sexuel sont plus fréquents que, par exemple, la coercion. Et puis aussi, et je voulais juste mettre la place avec cette définition aujourd'hui, juste pour vous tenir en compte que lorsque je parle à propos de la violence sexuelle, je parle à propos de tous ces éléments, pas juste comme, par exemple, le harcèlement sexuel. Et une des choses qu'on sait de plus en plus de la littérature quantitative et qualitative, c'est que les jeunes adultes qui appartiennent à des minorités sexuelles et de genre subissent des taux de violence sexuelle beaucoup plus élevés que leurs pères qui sont hétérosexuels et ou cisgenres. Et lorsqu'on fait des recherches qualitatives auprès de ces populations, il y a beaucoup d'évidence que les personnes issues de ces populations qui vivent les violences sexuelles font les liens entre leurs expériences de violence sexuelle et ces identités et leurs expressions de genre. Donc, on voit comment, par exemple, que la perpétration et la victimisation des violences homophobes et transphobes et les violences sexuelles sont liées. Donc, les gens qui rapportent les niveaux plus élevés de ces formes de violence rapportent plus de l'autre forme de violence. D'une façon qualitative, des recherches que j'ai fait antérieurement avec des autres données qui étaient ramassées par le chaire, montraient comment les processus de coming out ou de parler, de s'identifier a fréquemment été l'incident qui mène à des expériences de violence sexuelle. On voit aussi des discours autour de l'expression de genre et la visibilité associée avec les expressions de genre plus diverses et comment c'est associé avec une plus grande vulnérabilité à la violence sexuelle. Et aussi spécifiquement, on voit aussi dans la littérature beaucoup de soulignements de la façon dans laquelle la transphobie, et particulièrement la transphobie envers les femmes trans, se manifeste dans les comportements qui seraient définis comme de violences sexuelles. Donc, mais lorsqu'on parle à propos des populations issues des minorités sexuelles et de genre, une des choses qu'on note qui est quelque chose qui est très intéressant, c'est que des jeunes ont des identités de plus en plus complexes en matière de le genre et la sexualité.
Et bien qu'on pense que les parcours trans, l'identité sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre sont les concepts différents, la façon dans laquelle ils situent l'individu fonctionne en chevauchement. Donc, va penser par exemple que l'expérience et le contexte social d'une femme cis et plurisexuelle va être différent de, par exemple, une femme trans et plurisexuelle. Et lorsqu'on veut comprendre comment les situations sociales et plus spécifiquement les situations dans lesquelles les personnes sont victimes de violences sexuelles, c'est important de plus en plus les recherches nous suggèrent l'importance de regarder comment ces différences, l'intersection entre ces différents éléments. Finalement, comme on a discuté, de plus en plus on voit qu'il y a l'évidence que les personnes issues des minorités sexuelles et les minorités de genre font des liens entre leur vulnérabilité pour la victimisation ainsi que les éléments liés à leur sexualité et le genre. Et une des choses qui est assez inquiétante, c'est que dès qu'on fait un lien entre une forme de victimisation et une identité, surtout une identité qui est potentiellement stigmatisée, ça a des conséquences plus graves au niveau de la santé mentale. Pourquoi est-ce qu'on voit cet impact plus grave? C'est pas encore clair, mais quelques idées proposées incluant la gravité, donc peut-être ces formes de violence sont plus sévères, peut-être ces formes de violence ont un impact plus profond au niveau des sentiments de soi et la stigmatisation intériorisée. Et aussi, on peut voir comment vivre les formes de violence en lien avec une identité stigmatisée peuvent servir comme un obstacle important pour rechercher le soutien et les services de soutien. Finalement, les violences sexuelles entraînent souvent le développement des symptômes traumatiques et il y a des recherches qui nous indiquent que les personnes qui appartiennent à des minorités sexuelles qui signalent des difficultés de santé mentale plus importantes, incluant les symptômes de trauma, comparés à les personnes hétérosexuelles lorsque ces personnes expérimentent de violences sexuelles. Donc, ça nous indique l'importance de comprendre comment comment vivre ces identités a des conséquences spécifiques pour la violence sexuelle. Donc, en lien avec cette corpus d'information, nous avons vraiment eu trois objectifs aujourd'hui. Le premier, c'était de saisir comment les parcours trans, l'identité de genre, l'identité sexuelle et l'expression de genre se chevauchent parmi les étudiants au cégep, issus des minorités sexuelles et les minorités de genre. Donc, tous les étudiants dans cette étude sont ou des jeunes avec des identités minorités sexuelles, minorités de genre ou les deux. Le deuxième, c'était d'examiner comment les profils basés sur ces facteurs sont liés à la violence sexuelle et comment les personnes avec ces différents profils attribuaient leurs expériences de violence sexuelle en lien avec leurs expériences. Et finalement, c'était de comprendre comment faire ces liens, donc attribuer l'expérience de violence sexuelle à votre genre ou à vos sexualités est associé avec les symptômes de trauma. Donc ça, c'était les trois grands objectifs que nous avons décidés pour cette étude en lien avec les recherches antérieures. Donc, les données qu'on a utilisées étaient recueillies à partir du projet Alliance de LGBTQIA+, et c'était mené par le chaire de recherche de violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. C'était un collecte de données qui a été fait en ligne en 2021. Et les participants étaient recrutés parmi les réseaux sociaux, de les cégeps directement et via plusieurs d'autres méthodes. En total, presque 3000 étudiants de cégep qui appartenaient à une minorité sexuelle et ou sexuelle au Québec ont répondu à un sondage en ligne. Pour cette étude, nous avons vraiment ciblé les personnes d'âge de 17 à 25 ans parce que ça reflète l'âge des majorités des étudiants à cégep. Et comme vous pouvez voir, il y avait un peu de variabilité au niveau de quel type de programme de cégep dans lequel les personnes étaient inscrites. La majorité de notre échantillon était blanc ou d'origine européenne.
et avec à peu près 14% venaient des populations racisées. Par contre, le pourcentage des gens dans chacun des différents groupes racisés était assez petit, qui a limité nos capacités de vraiment regarder comment ces identités intersectaient avec notre classe pour ce projet ici. Mais je pense que ça serait le focus des autres projets en lien avec le chair. Donc, on a demandé les personnes à identifier les identités qui étaient le plus en lien avec leur identité de genre. Il y avait plusieurs options qui étaient présentées, et les gens pouvaient choisir autant d'options qu'ils voulaient. De plus en plus, on voit ça comme étant une approche à prioriser parce que de plus en plus qu'on voit que les personnes indiquent que ils sont mieux reflétés en plusieurs identités. Une des limites qu'on a ensuite mis sur les données, et ça c'est un choix qui a été fait en lien avec les limites quantitatives de l'approche qu'on a pris, c'est qu'on a ensuite a retenu les identités qui étaient rapportées par au moins 10% de l'échantillon. Donc, malheureusement, ça réduit la variabilité qu'on était capable de mesurer. Mais par contre, c'est en lien avec les limites statistiques qu'on a vues. On a aussi demandé des questions à propos de l'identité sexuelle. Et encore, il y avait beaucoup de différentes options et on a retenu celles et celles qui sont en gras, qui reflètent des identités qui étaient rapportées par au moins 10% de l'échantillon. Et je n'ai pas discuté ça en lien avec l'identité de genre, mais une des choses qu'on a noté, c'est que dans notre échantillon, seulement 50% des personnes ont choisi seulement une identité, qui souligne l'importance de prendre cette approche un peu plus multivariée et aussi un peu plus complexe statistiquement lorsqu'on demande les personnes à propos de leurs identités, parce que dans plusieurs cas, les jeunes pensaient que leur identité était mieux réfléchie par deux ou plusieurs identités. Les personnes ont aussi été demandées à propos de leur parcours trans. Donc, avec la question, vous identifiez-vous aux gens que vous a été assigné à la naissance? La majorité de notre échantillon a dit oui, mais il y avait aussi un assez grand groupe qui a dit non, et un groupe qui était incertain. Et puis, les gens ont été aussi demandés à propos de leur expression de genre, où les options qui étaient retenues sont principalement féminines, principalement masculines, à la fois masculines et féminines, ni féminines ni masculines, qui n'étaient pas retenues parce que n'étaient pas rapportées par un assez grand numéro de personnes, et non genrées, androgènes ou fluides. Pour demander à propos de violences sexuelles, les personnes ont utilisé le Sexual Experiences Questionnaire. Et de les personnes qui ont participé dans l'étude, à peu près 1500 ont rapporté au moins une expérience de violence sexuelle en contexte universitaire. Lorsque les gens ont indiqué qu'ils ont vécu au moins une expérience de violence sexuelle, on a ensuite les demandé, est-ce que vous pensez que c'était en lien avec votre genre, votre expression de genre, votre trajectoire de genre, votre orientation sexuelle? Et si on regardait toutes ces options ensemble, c'était la majorité des personnes qui ont rapporté une expérience de violence sexuelle qui ont indiqué que c'était en lien, que les personnes ont pensé que c'était en lien avec un aspect de leur sexualité ou de leur genre. Finalement, pour mesurer les symptômes de trauma, on a utilisé le Primary Care PTSD Screen for the DSM-5. Donc, essentiellement, nous étions un peu près, parce que nous étions dans cette situation où nous avions 4 différents éléments de la sexualité et le genre. Et on pensait que, bien que chacun de ces variables serait important, comment ils allaient ensemble va aussi beaucoup former l'expérience des gens. Donc, pour adresser cet enjeu, nous avons essayé d'aller vers une approche centrée sur la personne, qui est une approche statistique appelée les analyses de classe latentes. Et le grand avantage de cette classe, c'est que ça permet d'identifier des groupes d'individus qui partagent des caractéristiques au sein d'un échantillon. Donc, ça nous permet d'identifier les sous-groupes qui
pour le dire d'une façon un peu vulgaire, font du sens statistiquement. Et bien et en lien avec ça, nous sommes toujours très intéressés de si au niveau statistique, donc en regardant les données, est-ce que c'est valide statistiquement? Mais en même temps, c'est aussi très important que lorsqu'on regarde les groupes qui font du sens au niveau de ce qu'on sait de nos recherches antérieures, de de les caractéristiques des différents groupes de jeunes. Lorsqu'on a ces classes, on est capable de regarder les facteurs qui sont associés avec être dans plusieurs classes et on est aussi capable de regarder comment être dans ces classes est différemment associé avec les autres variables. Donc dans ce cas, ce serait la violence sexuelle et la probabilité d'attribuer une expérience de violence sexuelle en lien avec un aspect de la sexualité ou le genre. Par contre, c'est une approche qui est un peu limitante parce on peut pas inclure les variables où il y a un très faible taux de réponse. Et aussi, on est un peu pris avec les classes qui sont identifiées. Donc, même si on sait qu'il va y avoir un sous-groupe qui est important dans notre donnée, si ça ne présente pas dans les données, on n'est pas capable de les ajouter plus tard. Et on va parler un petit peu dans les limitations de les avantages et les désavantages d'avoir pris cette approche. Ça nous apporte à les résultats. Donc, le premier aspect des résultats répond à notre premier objectif. C'était de vraiment voir est-ce qu'on était capable d'identifier les groupes selon nos 4 indicateurs de sexualité et de genre. Et essentiellement, nous avons identifié 6 classes. Je vais décrire les grandes lignes des classes sur le niveau de comment ils se différenciaient. Moi, il n'y a rien qui me fait plus de plaisir dans la vie que de vraiment aller dans l'herbe pour discuter des détails. Si vous aimeriez aller là pendant la période de questions, je serais super heureuse. Mais je vais juste présenter les grandes lignes. Le premier groupe, c'était un groupe qui était caractérisé par d'être incertain et en questionnement de leur genre. Ça reflétait un total de 13% des personnes dans notre échantillon. Donc, pour ce groupe, à peu près 61% ont déclaré de ne pas être sûrs d'identifier le sexe qui était assigné à la naissance. Et la grande majorité, donc à 86%, ont identifié au moins une identité au moins une identité plurisexuelle, donc bisexuelle, pansexuelle, euh, euh, les identités qui indiquent attirance aux 2 ou plusieurs genres. Notre deuxième groupe, c'est notre groupe transgenre et non-binaire. Ça réfléchit à peu près 10% de notre échantillon, dont 68% sont identifiés comme non-binaires. Euh, euh, Désolée, je suis désolée, j'ai vraiment nul à dire des numéros en français. 84 sont déclarés avoir une identité de genre différente que celle qui était leur attribuée à la naissance. Et à 77 ont identifié un ou plusieurs identités plurisexuelles. Le prochain groupe, qui était à peu près 7% de l'échantillon, c'était des hommes gays. Dans cet échantillon, 97 se sont identifiés comme des hommes, 100% sont identifiés comme gays et 95 sont identifiés selon le sexe qui était assigné à la naissance. Similairement, on avait des femmes lesbiennes. 100% des personnes dans ce groupe s'identifiaient comme femmes, 100% sont identifiées comme lesbiennes. 60 à 99, 16% ont identifié selon leur sexe qui a été assigné à la naissance. Et ça, c'était à peu près 8% de l'échantillon. Ensuite, nous avions notre groupe d'hommes plurisexuels. Ça, c'était à peu près 11% de l'échantillon. Presque tout le monde dans ce groupe s'identifiait comme un homme. 61% sont identifiés en un ou plusieurs identités plurisexuelles. Et bien que 73 ont identifié selon le sexe qui était assigné à la naissance, 27% sont identifiés, non pas identifiés de cette façon, qui nous indique que dans ce groupe, nous avons les hommes plurisexuels, mais pas juste les hommes cis, il y avait aussi un grand pourcentage d'hommes trans dans ce groupe.
Finalement, notre groupe qui était le plus large, et ça reflète la majorité de la recherche dans ce domaine qui suggère que typiquement, si on prend un échantillon général des personnes issues des minorités sexuelles et le genre, le groupe plus grand serait les femmes plurisexuelles. Donc, ça, c'était 51% de l'échantillon. 98% de ces personnes sont identifiées comme des femmes. 82 se sont identifiés comme plurisexuels et 98% sont identifiés selon le sexe qui leur était assigné à la naissance. Et juste pour clarifier, lorsque je dis plurisexuel, encore, c'est les identités comme bisexuel, pansexuel, omnisexuel, les identités qui reflètent attirance à plusieurs genres. La prochaine question, donc notre prochain objectif, c'était bien. Nous avons établi ces classes. Est-ce qu'on voit les différences au niveau de leurs expériences de violence sexuelle? Donc, dans les graphes que je vais vous présenter, lorsque vous voyez des bandes d'une vert plus légère, ça veut dire plus haut. Les verts plus foncés, ça veut dire plus bas. Et puis les verts moyennes, qui peut-être pouvaient être plus différentes. Je suis désolée pour ça. Ça, c'est au milieu. Et lorsqu'on regarde en bas de la graphe, ça c'est le moyen numéro d'expériences de violence sexuelle qui était vécu par chacun de nos 6 groupes. Et ici, nous pouvons noter que les 3 groupes qui ont rapporté les niveaux les plus élevés de violence sexuelle étaient les personnes transgenres et non-binaires, les femmes plurisexuelles et les personnes incertaines en questionnement sur leur genre. Les personnes qui ont rapporté le moins de violences sexuelles, c'était les hommes gays et cisgenres et les hommes plurisexuels. Et entre ces groupes étaient les femmes lesbiennes cisgenres qui n'étaient pas significativement différents ni de nos groupes élevés, ni de nos groupes avec des niveaux plus bas. Et lorsqu'on regarde ces résultats, c'est pas tellement étonnant parce que la littérature nous suggère que les populations issues d'une minorité, donc nos 2 groupes caractérisés par étant issus des populations minorités de genre, ainsi que les femmes plurisexuelles, sont typiquement les plus vulnérables. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on voit ici avec nos données. Notre prochaine question, c'était que, bien, est-ce que ces groupes sont différents selon leur attribution de leur expérience de violence sexuelle moins, à, à un élément de leur identité, de leur genre ou leur sexualité. Et ce qu'on a noté, c'était que non. Les groupes étaient également probables d'attribuer leur violence sexuelle à un des éléments. Par contre, on voit des différences significatives lorsqu'on regarde spécifiquement les différents types de violence, les différents types d'attribution. Donc, en commençant avec aux causes de votre genre, ici encore, vert clair, plus élevé, vert foncé, plus bas, vert moyenne entre les groupes. Donc, lorsqu'on a demandé les gens à propos de l'attribution basée sur le genre, les personnes transgenres et non-binaires, ainsi que les femmes plurisexuelles, étaient les plus probables d'attribuer leurs expériences à leur genre, et les hommes gays et cisgenres étaient les moins probables avec les autres groupes, à peu près entre ces groupes-là. Et lorsqu'on réfléchit sur la littérature, on sait encore que probablement lorsqu'on parle à propos de l'identité de genre, avec les personnes transgenres et non-binaires, c'est en lien avec leur identité de genre minorisée. Et pour les femmes plurisexuelles, c'est probablement en lien avec le fait que les femmes cis sont plus vulnérables à la violence sexuelle que les hommes cis. On voit des résultats très différents, par contre, lorsqu'on regarde la vulnérabilité en lien avec l'expression de genre. Donc ici, nos 2 groupes qui sont caractérisés par une appartenance à une minorité de genre, donc les personnes transgenres et non-binaires et les personnes incertaines en questionnement, étaient beaucoup plus élevés que notre autre 4 groupes. On voit un différent patron lorsqu'on regarde en lien avec votre orientation sexuelle. Là, les femmes lesbiennes cisgenres et les hommes gays cisgenres étaient les plus probables de rapporter les violences sexuelles en lien avec leur genre, suivis par les personnes trans et non-binaires et les personnes incertaines et en questionnement de genre. Et les hommes plurisexuels et les femmes plurisexuelles étaient les moins probables de penser que leurs expériences étaient vécues en lien avec leur orientation sexuelle.
Finalement, notre troisième objectif, c'était est-ce que faire ces associations était lié avec les symptômes de trauma? Et ce qu'on a trouvé que c'est de lier le genre, le parcours trans, l'expression de genre ou la sexualité à une expérience de violence sexuelle était associé à des symptômes de traumatisme plus élevés en en contrôlant pour les trajectoires de genre, les profils de genre et sexualité, l'âge, le statut racialisé, le statut socio-économique et le numéro d'expérience de violence sexuelle. Dans ce cas-ci, nous n'était pas vraiment, c'est difficile de contrôler pour la sévérité de la violence sexuelle, mais la fréquence est associée avec la sévérité. Donc, c'est pas exactement la sévérité, mais ça contrôle un peu pour cet élément. Donc, on a aussi regardé si ces différences étaient différentes selon les classes et on n'a pas trouvé que cette association entre faire l'attribution et les symptômes de trauma était différente selon nos groupes, les groupes que nous avons identifiés. Donc, où est-ce qu'on va avec ces résultats et quelles sont les pistes de réflexion pour faire? Nous avons identifié les différents groupes en fonction du genre, le parcours de genre, l'expression de genre et l'identité. Et ces classes ont montré une validité statistique, mais en plusieurs cas reflètent les populations qui étaient reconnaissables au sein des communautés sexuelles, minorités de genre. Par contre, je ne veux pas suggérer que ça, c'est tous les groupes qui vont exister, que ça reflète les types de minorités sexuelles et minorités de genre qui existent dans le monde. C'est juste vraiment les groupes qui étaient dans les études. Et je vais parler à propos de ça spécifiquement en lien avec les femmes trans un peu plus tard. Mais une des choses qui est aussi importante, c'est que ces groupes ont signalé les différences en matière de violence sexuelle que ces groupes ont vécues. Et ça, c'est des différences qui alignent avec ce qu'on sait déjà dans la littérature, surtout au niveau des vulnérabilités des femmes plurisexuelles ainsi que les personnes trans et non-binaires. Les personnes faisaient des distinctions dans la façon dont ils percevaient que le genre et l'expression de genre en lien avec leur expérience. Donc, on a vu vraiment que comment les gens ont perçu le cause de leur violence sexuelle était en lien avec les éléments de leur identité qui étaient plus marginalisés. Par contre, ce n'était pas un chevauchement parfait. Donc, par exemple, les personnes trans et non-binaires ont fréquemment aussi attribué leurs expériences à leur identité sexuelle ainsi qu'à leur identité de genre. Um, et je pense que ça, c'est important lorsqu'on comprend de comment les gens expérimentent ces différents éléments de genre et sexualité, se chevauchent et comment ils interprètent leurs expériences avec le monde sont aussi en lien avec cela. La majorité des participants ont lié leurs expériences de violence sexuelle au genre ou à la sexualité. Donc, pour nous, ça solidifie ce qu'on voit dans la recherche qualitative, où vraiment les gens comprennent comment le stigma associé avec ces identités leur rend plus vulnérables. Et au niveau de l'intervention et la prévention, souligne le fait de l'importance d'adresser les besoins de ces communautés spécifiques dans l'intervention. Donc, parler à propos de la violence sexuelle comme étant un problème hétérosexuel entre les hommes cis et les femmes cis ne capture pas la réalité de les personnes dans nos études. Et donc, tout ce qui est un pouce pour faire le matériel d'intervention et de promotion plus diversifié pour être applicable à plus de monde est soutenu par ces résultats. L'établissement de ce lien était associé avec des niveaux plus élevés de traumatisme. Au niveau de la prévention et l'intervention, je pense qu'il y a les conséquences au niveau de comment on parle à propos de ces populations pour adresser directement comment les expériences de violence sexuelle peuvent avoir des conséquences sur le concept de soi. Et aussi parler à propos de mieux comprendre les obstacles pour la signalisation le recherchement des soutiens sociaux auprès de ces populations.
Bien que je pense qu'il y a des éléments positifs à propos de l'approche qu'on a fait, l'utilisation des classes a empêché l'identification de certains groupes. Donc, on sait, par exemple, qu'il y avait 49 participants avaient indiqué qu'elles étaient des femmes trans dans nos études, mais on n'avait pas une classe qui reflétait leur réalité. Et je voulais souligner que de recherche maintenant qui est en train d'être faite par Béatrice Gatta va beaucoup plus cibler ces réalités en lien avec la violence sexuelle auprès de ces populations. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ces populations? Probablement c'est en lien avec plusieurs facteurs. On sait que les femmes trans vivent beaucoup de discrimination au niveau individuel et structurel qui empêche être dans un contexte de cégep. On sait aussi que c'est les femmes trans, leur parcours identitaire est fréquemment plus long que d'autres individus. Donc, c'est possible qu'il y a plusieurs personnes dans notre échantillon qui éventuellement avoir cette identité, mais ces personnes n'avaient pas cette identité couramment. Encore, et je veux juste souligner que ces identités ne sont pas les vraies identités qui existent, c'était les identités qu'on était capable d'identifier dans nos données. Donc, ça nécessite des travaux longitudinaux pour voir comment ces identités évoluent dans le temps. Finalement, je veux souligner les limites des attributions autodéclarées. Um, je pense que c'est important de valider le fait que fréquemment les gens ont une assez bonne idée pourquoi elles ont vécu des expériences de victimisation. Par contre, c'était pas une enquête sur les personnes qui ont commis les violences sexuelles. Donc, vraiment savoir les motivations des personnes qui font des violences sexuelles, c'est pas quelque chose qu'on est capable de voir dans cette étude. Donc, en conclusion, ces classes ne peuvent pas être généralisées à l'ensemble de la population, mais soulignent la nécessité de comprendre comment le genre et la sexualité se croisent pour éclairer les expériences individuelles. Ça nous pointe vers plusieurs stratégies de prévention et nous indiquer l'importance de peut-être évaluer et développer les stratégies de prévention préventative qui sont différentes pour différents groupes. Des recherches antérieures que nous avons, qui étaient faites avec les données du chaire de recherche, ont indiqué que les contextes dans lesquels ces différentes populations vivent la violence sexuelle sont différents. Donc, lorsqu'on parle à propos de la prévention, c'est peut-être les stratégies différentes qui va être important. Finalement, des recherches sont nécessaires pour éclairer les efforts d'intervention visant à la lutte contre les violences sexuelles liées à l'identité. Donc, ce travail a été très récemment accepté pour publication, mais si vous vous intéressez à avoir la version pré-publication, je serai très heureuse de le partager avec vous. Donc, ça, c'est mes co-auteurs et je suis très heureuse d'être capable d'avoir fait ce travail avec eux. Et voici ma courriel si vous avez des questions additionnelles pour ce travail. Et merci beaucoup pour votre attention, je l'apprécie beaucoup.